Et c'est moi qui vous remercie de me donner cette occasion. Je suis rhumatologue parisien et je viens de passer 6 semaines à l'IFU avec un grand bonheur à m'occuper de la goutte. Voilà. La goutte, pour rentrer directement dans le vif du sujet, est l'arthrite la plus fréquente dans tous les pays du monde. En métropole, on avait fait une enquête épidémiologique en 2013. C'est 0,9% de la population adulte, ce qui est déjà beaucoup. C'est une maladie que tous les généralistes voient au moins 3 ou 4 fois par mois. Alors, dans la zone Asie-Pacifique, c'est encore plus. On avait fait avec l'ASS une enquête épidémiologique en 2015, où la fréquence, peut-être un peu sous-estimée d'ailleurs, a été trouvée à 3,3% en Nouvelle-Calédonie. Et si vous prenez les populations polynésiennes, vous êtes 14%. Il y a des bruits qu'il y a une nouvelle étude qui vient de sortir, qui est encore plus effrayante. Et puis, en Polynésie française, les chiffres de l'étude n'arrêtent pas d'augmenter et ils sont maintenant à plus de 20% au fur et à mesure qu'ils peaufinent leur enquête qu'ils viennent de terminer. Donc, dans la zone Pacifique, c'est vraiment un gros problème. Alors ça, c'est la répartition dans les ethnicités de Nouvelle-Calédonie, ethnicités déclarées, hein, donc il peut y avoir des inexactitudes, mais on ne peut pas faire autrement. Et vous voyez que les plus fortes prévalences, de manière non étonnante, sont chez les gens, chez les Polynésiens, avec quand même aussi beaucoup de gouttes féminines dans cette ethnie. Et puis alors la grande surprise, c'était que les gens d'origine européenne, les vrais, excusez-moi, calédoniens, hein, pas les métros, ont une fréquence qui n'était pas dans l'enquête, ont une fréquence aussi très élevée, vous voyez, plus de 4%, donc beaucoup plus élevée qu'en métropole. Ce qu'on a un petit peu de mal à expliquer, mais la même chose a été trouvée en Nouvelle-Zélande. Il y a peut-être un effet fondateur, hein, peut-être que les premiers caldoches étaient particulièrement touchés par la goutte, et puis voilà. Ou alors il y a un facteur environnemental, enfin voilà. Cette différence pour une femme est choquante. Oui, mais enfin bon, vous trouvez ça aussi chez les Mélanésiens. La goutte, c'est une maladie vraiment très, très masculine. Hein. Alors, en plus c'était la population de 18 à 60 ans. Hein. Or, la goutte augmente avec l'âge et après 60 ans, les chiffres sont beaucoup plus élevés. Donc, ça minore quand même. Voilà. Je crois que la diapo suivante, c'est les chiffres d'hyperuricémie qui sont énormes. Alors, il y a 2 définitions de l'hyperuricémie dans ce type d'études dans la littérature. La définition un petit peu historique qui est 420 micromoles par litre. Alors, il y en a qui sont encore en milligrammes, je suis sûr, donc c'est 70 milligrammes. Et puis, la définition actuelle, c'est plutôt 360 micromoles. Et vous voyez que le chiffre d'hyperuricémie est absolument énorme. Bon, après cette mise en bouche, on va parler de la maladie elle-même. Donc, en fait, c'est une maladie extrêmement simple. C'est pour ça que je m'y suis intéressé, parce que j'ai un peu de mal avec les trucs compliqués. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que quand vous avez une hyperuricémie très prolongée, au-delà du point de saturation, ça précipite sous forme du sel de l'acide urique, qui est l'urate de sodium, et ça forme des cristaux qui se déposent en tout cas initialement, à la surface du cartilage de manière extrêmement prédominante. Et là, vous avez une vue arthroscopique, en fait, et vous voyez cette espèce de
de glaçage du cartilage condylien, qui sont des dépôts d'urate de sodium. Et ce qui donne les crises, c'est quand un cristal, enfin, ou un paquet de cristaux tombe dans le liquide articulaire. À ce moment-là, les cristaux peuvent interagir avec les cellules inflammatoires de la synoviale et ça donne cette inflammation extrêmement brutale, dépendante de l'IL1. Et voilà, c'est la crise de goutte qui prédomine volontiers aux articulations froides parce que le taux de saturation est plus bas lorsque la température baisse, ce qui explique sa prédominance aux articulations distales, notamment aux gros orteils. Alors en fait, c'est à ce stade qu'il faut traiter la goutte, pas seulement pour les accès, mais pour faire disparaître le dépôt. Parce qu'une fois que le dépôt est dissous par un traitement hypouricémien, c'est un phénomène très réversible. Hein. Si vous êtes au-dessus du point de saturation, vous précipitez. Si vous êtes en dessous, vous dissolvez. Donc si vous mettez les gens en dessous de 360, 60 mg, ou mieux 300 micromoles, 50 mg, à ce moment-là, vous arrivez à dissoudre les dépôts. Si vous ne faites pas ça, à ce moment-là, les dépôts s'aggravent et vous finissez par avoir une atteinte articulaire très sévère. Ici, c'est une collection historique du service où il y a donc cette coupe d'un gros orteil goutteux et tout ce qui est blanc, c'est l'infiltration des articulations. C'est ce qu'on appelle les arthropathies uratiques qui se voient en même temps que les tophus dans les gouttes évoluées. Et là, c'est tout à fait catastrophique. La fonction, la qualité de vie sont égales ou pires que la polyarthrite historique, parce que maintenant, la polyarthrite, avec les biothérapies, c'est plus comme avant, Dieu merci. Donc voilà. Alors, il faut comprendre, en fait, qu'il y a un continuum entre l'hyperuricémie et la goutte. L'hyperuricémie n'est pas la goutte. Il n'y a que 15 à 20% des hyperuricémiques qui sont goutteux. Plus elle est élevée, plus elle dure longtemps, plus évidemment il y a des chances que ça précipite. Donc vous avez plusieurs stades, qui est l'hyperuricémie asymptomatique. Et maintenant avec l'échographie, qui a vraiment révolutionné notre pratique, ou les scanners double énergie. Est-ce que vous avez un scanner double énergie à Nouméa ? Ça a été, vous savez, on utilise deux énergies, une qui est absorbée par le calcium, l'autre qui est absorbée par l'urate. C'est les radiologues des urologues qui ont inventé ça pour distinguer les lithiases calciques des lithiases uriques. En tout cas, par l'échographie, on voit des dépôts à la surface du cartilage. C'est ce qu'on appelle le double contour, parce qu'il y a un contour à la surface du cartilage qui vient se rajouter à l'hyperéchogénicité normale de la jonction cartilage-os sous-chondral. On voit ces doubles contours chez près de 50% des hyperuricémiques. Et puis, si les dépôts continuent à grossir, à ce moment-là, vous entrez dans les accès aigus. Donc, il faut bien comprendre que quand on a un accès de goutte aigu, on a déjà des dépôts importants. Hein. Et donc, on est vraiment, le dépôt, il est chronique. Et je vous le redirai 10 fois, parce que si je veux que vous reteniez qu'une chose, c'est celle-là. En fait, la goutte est une maladie chronique. Le dépôt, il est chronique. Et c'est une problématique thérapeutique de maladie chronique, qui est très difficile parce que tous les patients sont persuadés qu'ils ont une maladie aiguë. Donc ils ont un peu de mal à prendre des traitements au long cours. Et il faut développer des trésors d'échanges avec eux pour les convaincre. Ensuite, vous arrivez dans la goutte avec les arthropathies uratiques et les tophus. Et puis, si vous faites toujours rien, vous vous trouvez dans des situations où le traitement devient très difficile parce que l'insuffisance rénale arrive. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de médicaments que vous ne pouvez plus utiliser. On va parler des comorbidités qui sont de plus en plus fréquentes au fur et à mesure que les patients vieillissent, mais aussi que la goutte devient plus sévère. Donc, en fait, le message de cette diapositive, c'est que quand vous voyez un accès aigu, c'est la partie émergée d'un iceberg qui est le dépôt.
et vous êtes déjà dans une maladie chronique. Alors, un petit mot sur l'uricémie. Vous savez tous que l'uricémie, au moment des accès, peut être diminuée. Enfin, elle est plus basse qu'avant et qu'après. Il y a assez peu de démonstrations de ça. Ça, c'est une vieille diapositive où il y a, je crois, 4 patients qui ont eu les uricémies avant, pendant la crise, c'est ce qui est en grisé, et après. Et vous voyez qu'il y a une chute de l'uricémie au moment de l'accès. Et c'est le mécanisme qu'on comprend le mieux du déclenchement des accès de gouttes. Pourquoi? Parce que quand le dépôt cristallin commence à dissoudre, il devient beaucoup plus fragile. Comme un sucre, je prends toujours cette comparaison avec les patients, je vous conseille de le faire aussi parce qu'ils comprennent vraiment très bien. Donc un sucre, c'est du cristal de sucre et c'est bien solide. Si vous mettez de l'eau dessus, ça devient très friable. Ça veut dire que les cristaux vont tomber beaucoup plus facilement dans l'articulation. Et c'est une des difficultés historiques du traitement hypouricémien, c'est qu'au début, avant de dissoudre complètement le dépôt, vous le ramollissez, vous favorisez des crises, et si le patient ne comprend pas ce mécanisme, si vous ne lui expliquez pas, et surtout si vous ne prévenez pas ces accès, il va immédiatement arrêter le traitement, car les goutteux, en fait, sont des gens... moi, je les trouve sympas parce que j'aime bien les bons vivants et ils sont en plus malins. Hein. Et il y a plusieurs études qui montrent que quand on est hyperuricémique, on a un QI plus important que quand on n'est pas hyperuricémique. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, ça va peut-être vous faire moins rire. Parce que c'est mon expérience au Vietnam. Je vais au Vietnam depuis 2016, où j'ai un petit centre où on fait de la recherche sur la goutte. Et voilà ce que ça donne que les gouttes non traitées. Hein. Parce qu'au Vietnam, ils se traitent presque exclusivement. 95% des gens sont traités par les herbes, les plantes médicinales, qui agissent sur l'inflammation, surtout au long cours, à vrai dire, et qui n'agissent pas du tout sur l'uricémie. Donc voilà les catastrophes qu'on voit, avec ce monsieur qui est arrivé en brancard, mais on instaure maintenant dans ce centre les traitements modernes et ils remarchent. Hein. Donc même les gouttes sévères, vous pouvez peut-être pas les guérir complètement parce que quand les articulations sont trop abîmées, on n'arrive pas à la restitution d'intégrums, mais vous les améliorez de manière considérable. Vous voyez ces tophus extravagants, y compris sur les fesses, avec les complications bien classiques qui sont les ulcérations, sources parfois de surinfection, pas très souvent, heureusement. Vous voyez les arthropathies destructrices. Hein. Ici, la première métatarsophallangène, elle est partie. Là aussi, la deuxième et la troisième aussi. Et puis là, c'est la cinquième. On sait d'ailleurs que les lésions prédominent à la première et à la cinquième. Enfin, ça, c'est un truc, c'est un détail. Voilà. Et puis, la grande complication aussi au Vietnam, c'est que, comme dans beaucoup de pays, il y a la même chose au Mexique, les corticoïdes qui sont beaucoup moins chers que les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont en vente libre. Donc ça marche très bien, les corticoïdes dans la goutte, mais si vous ne les arrêtez pas vite, les gens deviennent cortisonodépendants et vous vous retrouvez avec des Cushing secondaires. Alors l'autre point, avant de parler du traitement, que je voudrais souligner, c'est la gravité cardiovasculaire de la goutte. La goutte est associée à un certain nombre de comorbidités, dont les deux premières sont en fait des facteurs étiologiques. Et je pense que ce qui se passe dans le Pacifique, c'est que les gens ont un patrimoine génétique qui ne les arme pas très bien pour... ils ont une difficulté à excréter l'acide urique par les urines et que les facteurs alimentaires, à ce moment-là, peuvent jouer. Si vous n'avez pas les gènes de la goutte, vous pouvez manger tout ce que vous voudrez, vous ne deviendrez jamais goutteux. Hein. Mais parce que c'est d'abord et avant tout une maladie génétique, ce qu'il faut savoir, parce qu'il ne faut pas avoir l'image du goutteux comme le type qui s'auto-inflige sa maladie, qui est incurable, qui est un buveur, un jouisseur,
et dont on se demande pourquoi est-ce qu'on se fatiguerait à le soigner. Hein. Et je crois qu'ici, c'est beaucoup moins vrai qu'en France, mais en France, les gens ont tellement entendu ce genre de choses avant de nous arriver qu'ils mettent 10 minutes avant de dire qu'ils ont la goutte, parce que c'est une maladie vraiment honteuse, quoi. Et c'est très injuste parce que c'est une maladie d'abord et avant tout génétique. Donc, comme dans toutes les maladies chroniques, la relation médecin-malade est très importante. Donc, la première chose que je leur dis, c'est pas de votre faute, c'est de la génétique. Et du coup, on devient très amis. Et ça facilite la prise en charge. Donc, l'obésité ici, c'est très certainement, comme dans tous les pays du monde, un facteur très associé à la goutte. C'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose en Europe. En fait, la goutte est en augmentation et ça suit l'épidémie mondiale d'obésité. Oui, mais du coup, si c'est génétique, nous, on leur conseille quand même des régimes. Oui, on va en parler, oui. Mais si tu veux, à la limite, pour la goutte, tu n'as pas besoin de leur conseiller des régimes trop drastiques. Mais par contre, pour tout le syndrome métabolique qui est associé, là, c'est vraiment important parce que c'est une des armes thérapeutiques majeures. Hein. Donc la goutte, du fait de ses liens avec l'obésité, et aussi, là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais de mécanismes physiopathologiques qui mettent en jeu l'hyperuricémie, est très, très associé à l'ensemble du syndrome métabolique. Hypertension, hypertension surtout. Hein. Aux États-Unis, c'est 80% des goutteux qui sont hypertendus. En France, c'est un petit peu moins, c'est la moitié. Ici, je ne sais pas très bien, mais j'ai l'impression que c'est 30-40%. Le diabète, c'est plus rare, mais c'est 20%. La stéatose hépatique, c'est extrêmement fréquent. C'est gênant parce que les médicaments hypouricémiants ont tous potentiellement une toxicité hépatique, à vrai dire, rare. Et vous savez que la stéatose fait fluctuer les transaminases. Donc, quand vous dosez les transaminases, ce que j'ai presque arrêté de faire parce que de toutes les façons, je me dis c'est la stéatose, eh bien, vous êtes gêné parce que vous êtes tenté d'arrêter le médicament parce que les transaminases augmentent. L'apnée du sommeil, alors vous avez beaucoup d'apnée du sommeil en Nouvelle-Calédonie, en tout cas à Lifou, et c'est très associé à l'obésité et aussi à la goutte, et c'est même... les épisodes d'hypoxie nocturne sont un des facteurs déclenchants des crises de goutte. Et puis, vous avez deux choses vraiment très importantes. Les maladies cardiovasculaires, on va en reparler. Ça, c'est une catastrophe chez les goutteux. Et l'insuffisance rénale qui a une relation bidirectionnelle avec la goutte. Hein, parce que lorsque vous avez une insuffisance rénale, vous pouvez devenir hyperuricémique. Et vous savez, les gouttes féminines surviennent généralement après la ménopause parce que les oestrogènes sont uriques et les protègent de l'hyperuricémie, mais surviennent presque toujours aussi dans le contexte soit d'une prise de diurétique pour une hypertension artérielle au long cours, soit dans le contexte d'une insuffisance rénale. Mais inversement, l'insuffisance rénale est de plus en plus fréquente au fur et à mesure que vous avancez dans la maladie gouteuse négligée. Et il y a une enquête à Taïwan qui s'est intéressée, qui a regardé une cohorte très importante, et ils ont vu que l'existence d'une goutte à l'entrée dans la cohorte était un gros facteur de risque d'insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire dialyse. Et c'est un petit peu moins fort que l'âge, un petit peu moins fort que le diabète, un petit peu moins fort que l'hypertension, mais à peine, et c'est un vrai facteur de risque. Hein. Et donc, quand vous prenez des goutteux très tard, pour le traitement hypouricémiant, vous avez la possibilité d'être gêné par l'insuffisance rénale. Alors, ces comorbidités augmentent toutes avec la maladie, elles sont toutes associées à des difficultés thérapeutiques, mais c'est surtout l'insuffisance rénale et aussi les maladies cardiovasculaires, parce que les anti-inflammatoires ne font pas bon ménage avec les cardiopathies sévères. Elles doivent être absolument dépistées et prises en charge, parce que c'est trop bête de guérir quelqu'un de sa goutte et puis de le voir mourir d'un infarctus parce que vous n'avez pas prévenu les facteurs de risque. Mais enfin, les cardios ont fait un boulot superbe.
Et alors que généralement tout le monde se fout de la goutte, tout le monde traite l'hypercholestérolémie, l'hypertension et tout, parce qu'ils ont fait vraiment une très bonne information des médecins, en particulier généralistes, que nous, on n'a pas réussi à faire. Et ça incite donc à traiter tôt avant que ces comorbidités ne s'accumulent. Est-ce que pour vous, c'est un facteur de risque indépendant, un facteur de Oui. risque cardiovasculaire indépendant? Oui, oui. Alors ça a été regardé. Pas dans les formules de calcul du risque, quelle que soit la formule qu'on choisisse. Alors, ils ont essayé avec l'hyperuricémie, parce qu'il y a eu un gros débat sur est-ce que l'hyperuricémie est un facteur de risque cardiovasculaire. Vous savez qu'à un moment, on faisait sur les automates, on avait toute une série de trucs qui servaient à rien, dont l'uricémie. Et les gens ont été frappés par le fait que quand on avait une maladie cardiovasculaire, on était très souvent hyperuricémique. Et en plus, il y a toute une littérature montrant que l'hyperuricémie précède, dans les grandes cohortes, par exemple l'hypertension, dans toutes les cohortes, c'est comme ça, ou le diabète, ou l'infarctus, etc. Mais il y a des études actuelles qui montrent que le poids de la goutte en multivarié est équivalent à celui du diabète. C'est vraiment un facteur de risque très important. Et moi, ça fait partie des choses que j'ai répétées à l'IFU, parce que je leur ai dit deux choses qu'ils avaient pratiquement jamais entendues. Un, on peut guérir de la goutte, alors ça c'était le scoop. Et deux, la goutte c'est mauvais pour le cœur. Et en fait, vous savez, on a la même problématique avec les rhumatismes inflammatoires. Vous savez que la polyarthrite rhumatoïde est un facteur de risque cardiovasculaire important. Et en fait, c'est l'inflammation. Et il y a une étude qui n'est pas encore publiée, mais qui est vraiment de très grande qualité, qui vient d'être faite et qui montre que dans les 20 jours qui suivent une crise de goutte, vous avez une augmentation très importante du risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral. Donc oui, c'est un facteur de risque indépendant qui est encore plus vrai dans les gouttes sévères, celles qui font des accès fréquents, et qui est de même force que le diabète. Ouais. Mais là, de ce que j'ai remarqué, c'est pas forcément parce qu'il y a une hyperglycémie qu'il y a forcément des crises de goutte. Oui. Du coup, est-ce qu'il faut traiter les hyperglycémies même quand il n'y a pas de symptômes? Non, parce que d'abord, c'est un petit peu imprévisible, encore que, bon, de manière très logique, plus l'uricémie est élevée, plus le patient est jeune, plus il a une chance d'être exposé à très fortes hyperuricémies et à cristalliser et à faire des crises de gouttes. Mais un certain nombre restent quand même avec des dépôts asymptomatiques. Et d'autre part, on n'a pas montré, actuellement, on est très en retrait sur l'hyperuricémie, facteur de risque cardiovasculaire, et on n'a pas pu montrer de bénéfice au cardiovasculaire au traitement de l'hyperuricémie. Par contre, on connaît les risques, notamment de l'allopurinol, et dans toutes les études, y compris celles qu'on a faites au Vietnam, il y a plus de risques de réactions graves chez les hyperuricémiques asymptomatiques que chez les goutteux. Probablement parce qu'il y a un biais d'inclusion, c'est-à-dire que les gens traitent plus facilement les hyperuricémies sans goutte quand ils sont associés à une fragilité cardiovasculaire, et voilà quoi. Alors, bon, la relation est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais la mortalité des accidents graves de l'allopurinol, elle est beaucoup plus forte chez les cardiovasculaires. Voilà, alors ça c'est un petit panorama de la littérature incomplet parce qu'il y a des tas d'études. Pour la maladie coronaire, vous voyez les odds ratios. Et c'est même, je ne sais plus laquelle est une étude chez les femmes, en tout cas c'est pareil chez les femmes, c'est aussi un facteur de risque important. Ça c'est l'insuffisance cardiaque, avec de nouveau un hazard ratio très important, et une mortalité qui est beaucoup plus marquée dans l'insuffisance rénale, dans l'insuffisance cardiaque avec goutte, que dans l'insuffisance cardiaque isolée. Ça c'est la fibrillation articulaire, ça c'est le rétrécissement auriculaire, on dit, pardon. Et ça, c'est le rétrécissement aortique athéromateux. Et les AVC aussi, et l'artérite des membres inférieurs aussi. Et, ouais.
Et ça, c'est un copain espagnol qui est, comme moi, tout à fait passionné par la goutte et qui suit une cohorte depuis très longtemps de goutteux, qui suit personnellement. Ça, c'est la mortalité. Ce qui est en jaune, c'est cardiovasculaire, donc clairement, il meurt du cœur. Et vous avez une mesure de la mortalité par la Standardized Mortality Ratio qui montre qu'elle est élevée. Et elle est d'autant plus élevée que c'est une goutte sévère qui a été définie ici comme des hyperuricémies très importantes ou la présence de tophus. Et maintenant, plusieurs études ont confirmé ça. Et alors, ce qui est vraiment très, très agaçant pour les gouttologues, c'est que, alors que dans la polyarthrite rhumatoïde, cette surmortalité a été complètement annulée depuis les biothérapies, le méthotrexate déjà, ensuite les biothérapies, dans la goutte, il n'en est rien. Pourquoi? Parce que tout le monde se fout de la goutte, en deux mots, hein, et elle n'est pas bien traitée. Donc là, vous avez les comparaisons historiques entre la période, vous voyez, 99-2005, vous avez la mortalité essentiellement cardiovasculaire des goutteux par rapport à la population générale, et vous avez la période suivante, 2006-2012, où vous voyez que la mortalité globale a baissé, bien sûr, mais la différence est quasi identique. Donc on n'a pas rattrapé cette surmortalité cardiovasculaire des goutteux parce que les gens ne sont pas suffisamment convaincus que la goutte est une maladie sérieuse à traiter comme une maladie chronique à impact cardiovasculaire. Alors, quels sont les problèmes actuels? Bon, le traitement des crises, on va en parler, mais les patients acceptent très bien de traiter les crises parce que ça fait un mal de chien, hein. C'est une douleur épouvantable, une impotence complète. Les Anglais appellent ça the unwalkable disease, hein, la maladie où on ne peut pas marcher, hein, c'est vrai. À l'IFU, c'est assez marrant parce qu'ils s'échangent les anti-inflammatoires, la colchicine au sein des tribus, ils viennent même plus consulter. Bon. Donc, ils se traitent très bien. Le vrai problème, c'est le traitement hyporicémien. Or, c'est vraiment le traitement le plus important parce qu'il est curateur. Une fois que vous avez fait fondre le dépôt, il n'y a plus d'accès, il n'y a plus de gouttes, il n'y a plus de surmortalité. Mais la difficulté, c'est de faire accepter aux patients, et même, je peux vous dire, à un certain nombre de médecins, dont je sais que vous n'êtes pas, bien entendu, parce que si vous venez à ces séances, c'est que vous aimez vous instruire et que vous êtes instruit, mais de faire accepter aux gens que la goutte est une problématique de maladie chronique. Et c'est particulièrement difficile parce que le patient, surtout les premières crises où elles sont très espacées, il fait une crise épouvantable. Au bout d'une semaine, 10 jours, il n'a plus rien, son articulation est revenue à la normale. Donc allez lui faire comprendre qu'il a une maladie chronique, il a un dépôt chronique. Donc il faut développer des trésors de pédagogie, il faut passer du temps pour arriver à faire comprendre ça aux patients. En fait, il ne faut pas tellement de temps. Moi, je l'ai fait là de manière répétitive. Ça y est, j'ai bien chiadé mon discours qui passe très bien en Nouvelle-Calédonie. Je leur dis, voilà, vous avez un truc qui s'appelle l'acide urique qui est très haut. Et à ce moment-là, ça vous fait des dépôts sur le cartilage. Et j'ai trouvé cette comparaison qui plaît aux gourmands. Ils ont tous compris, tout de suite. C'est comme le glacis d'un cake ou d'un gâteau. Et c'est vrai que ça ressemble, hein, parce que c'est un truc blanchâtre qui est vraiment en monocouche au-dessus. Et puis, de ce glacis tombent des cristaux qui déclenchent les accès. Et on peut traiter les accès, mais en fait, le plus important, c'est votre dépôt chronique. Et pour ça, il faut le faire fondre. Et pour le faire fondre, il faut mettre l'acide urique très bas, mais pas juste une semaine. Il faut que ce soit à vie, parce que si ça recommence, ça va. Si vous arrêtez le traitement, ça va recommencer, ça va. Alors, je suis d'un naturel très optimiste, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un certain nombre de patients qui ont très bien compris ça, et j'espère qu'ils vont suivre leur crise. Alors, hein? Pardon? C'est l'information. L'information est encore plus importante parce qu'il faut qu'ils comprennent bien le mécanisme. Et quand ils ont bien compris le mécanisme, ils comprennent que c'est une maladie chronique.
Mais après, vous faites aussi de l'éducation thérapeutique, on va y revenir. Et quand on est en dessous de 60, on continue, on leur maintient. Ah oui, oui, si vous arrêtez, il y a les études montrent qu'il y a à peu près 50% des gens qui ont déjà rechuté à 2 ans. Donc on maintient tout le temps. À vie. On le dose plus. À vie. Et moi, je leur dis d'emblée. Alors, j'en ai un à l'IFU qui m'a dit oh non, moi, je ne veux pas prendre un traitement toute ma vie. Alors, je lui ai dit écoutez, je reviens l'année prochaine, on va faire un contrat, vous faites le traitement pendant 1 an et on verra dans 1 an. Et j'espère qu'il y aura déjà moins de crise et qu'il sera convaincu que, bon, je ne sais pas. Hein. Il y a des patients qui préfèrent prendre un traitement 6 fois par an, une semaine, qu'un traitement tous les jours. Oui. Mais si vous leur expliquez bien, je vous assure qu'ils acceptent. Parce que, évidemment, tant que ce n'est pas nous qui avons mal, ça fait rigoler la goutte. Mais c'est vraiment une douleur épouvantable, quoi. Épouvantable. C'est un fléau, ce truc-là. Hein. Et donc, si vous leur dites... Parce qu'il faut voir, hein, ils font 1 ou 2 crises par an, les gouttes que j'ai vues, moi, à l'IFU. Enfin, 1 ou 2 crises par mois, je veux dire. Hein. Ouais. Et ça leur pourrit complètement la vie. Donc la perspective de guérir, ils étaient très étonnés. J'ai fait une petite émission de télé là-bas par hasard où j'ai dit ça. Bon. Et la journaliste, elle a été inondée de coups de fil. On lui a dit, mais comment? Mais on ne nous a jamais dit que la goutte, ça se guérissait. C'est quoi ce traitement miracle du professeur de Paris? Et c'est l'allopurinol, 60 ans d'existence, un prix Nobel quand même, vous savez. Hein, et c'est pas pour rien qu'elle a eu le prix Nobel, hein, parce que ça a complètement révolutionné la goutte en France. Alors ça s'est beaucoup dégradé depuis parce qu'elle est très maltraitée, et on voit encore les gouttes historiques, mais je peux vous dire que les gouttes historiques qu'on voyait, que je vois moi dans la collection du service, c'est comme mes gouttes vietnamiennes. Hein. Ah, c'est bien d'être impatient, c'est un signe de jeunesse, mais ça va venir. Alors, ce traitement hypouricémiant, il est généralement mené de façon catastrophique. Ce n'est pas du tout franco-français ou calédonien, c'est universel. Aux États-Unis, c'est même pire que chez nous. Et il y a plusieurs points. Vous avez des malades qui ont des gouttes sévères, jamais personne leur a proposé les hypouricémiants. À l'IFU, c'est vraiment assez courant. Hein, et en France, ça arrive aussi. Beaucoup de médecins qui ont cette image d'une maladie vaincue. Hein, et puis en plus, on ne va pas passer beaucoup de temps parce que c'est des emmerdeurs, les goutteux. C'est des gens qui ne prennent pas leur traitement, hein, et qui picolent en plus. Alors pourquoi est-ce qu'on perdrait notre temps? Hein. Donc ils disent voilà monsieur, c'est très bien, je vais vous guérir, colchicine, allopurinol 300 mg et puis ciao. C'est sûr que si vous n'expliquez pas au patient, avec toutes les difficultés qu'il a à comprendre que c'est une maladie qui n'est pas une maladie aiguë, vous courez à un échec. Et dans la goutte qui est une maladie chronique, je le maintiens, est la maladie chronique dans laquelle le taux d'adhérence est le plus bas de toutes les maladies chroniques. C'est pire que l'hypertension. L'hypertension, moi j'ai été suffoqué, hein, ils suivent bien leur traitement anti-hypertenseur. Parce que les cardiologues ont fait un excellent boulot auprès des médecins généralistes et que tout le monde maintenant a peur de se retrouver hémiplégique si on ne traite pas l'hypertension. Donc on a la trouille, donc on prend le comprimé. La goutte, comme les médecins s'en foutent, ben voilà, c'est comme ça. Bon. Donc, il ne faut pas donner 300 mg. D'abord, je vais vous dire, il ne faut pas faire comme ça, parce que là, vous finirez par avoir des syndromes de l'aïeul en commençant d'emblée à 300 mg. Et deuxièmement, 300 mg, je vous montrerai la diapo, actuellement, ça met à la cible 20% des goutteux. Alors, ce n'était pas comme ça quand l'allopurinol a été introduit. Parce qu'à l'époque, la population était beaucoup plus maigre. Et 20%, il n'y avait pas encore ce concept de cible thérapeutique, mais quand on regarde les publications sur des essais d'ailleurs ridicules, vous savez, en effectif, à l'époque, on avait l'AMM assez facilement, ils sont tous à moins de 60 mg, hein, parce qu'ils étaient maigres. Mais maintenant, avec la prise de poids, il faut aller beaucoup plus haut. Donc, en tout cas,
il faut augmenter les doses tant que vous n'êtes pas à la cible, parce que sans ça, qu'est-ce que vous faites? Vous empêchez que le dépôt ne s'aggrave, mais vous ne pouvez pas guérir les gens. Vous ne pouvez pas faire dissoudre le dépôt. Donc, il faut, on va y revenir, donner ça de manière progressive et vérifier que l'uricémie est bien à la cible, c'est-à-dire qu'elle est en dessous de 300 micromoles. 360 à la rigueur, mais 300 c'est encore mieux. Et augmenter la posologie si les malades ne sont pas à cette cible. Et il y a un phénomène d'inertie thérapeutique qui est incompréhensible, qui fait que les gens, ils regardent, ils voient qu'ils sont à 400 micromoles, ils n'augmentent pas la dose. J'ai du mal à comprendre, mais c'est parce qu'on a été très mauvais dans l'éducation de la population médicale sur la goutte. Alors, pour vous montrer, donc ça, voilà, donc ça, je viens de le dire. Pour vous montrer l'importance de l'éducation thérapeutique, je vais vous citer cet essai qui est un de mes copains anglais, Mike Doherty, que j'avais d'ailleurs essayé de faire à Paris, mais les rhumatologues du 10e, les généralistes du 10e autour de mon hôpital, ils m'ont envoyé coucher en me disant « Qu'est-ce que vous nous emmerdez avec cette maladie qui n'a aucune importance, on n'en voit pas ». Alors j'ai réussi à les voir quand même un mois après, et ils m'ont dit « Ah bah oui, vous avez raison, on en a vu 4 ou 5 », mais enfin, ils ont une idée de la maladie qui est tout à fait déplorable. Donc, Mike Doherty, il a fait un essai randomisé contrôlé. Il a pris plus de 500 patients, qu'il a randomisé entre le traitement habituel, c'est-à-dire que les malades étaient suivis par leur généraliste et traités par leur généraliste, avec une petite amélioration quand même, c'est qu'on leur donnait un petit papier, un petit livret d'éducation thérapeutique. Mais en fait, ça ne marche pas. Il faut le contact, il faut dépenser de la salive, il faut arriver à les convaincre. Si vous leur donnez un truc à lire, ça ne marche pas. Pourtant, ils sont intelligents. Et deuxièmement, un groupe qui était pris en charge par des infirmières qui avaient été formées à l'éducation thérapeutique. C'est important que ce soit des infirmières, parce que les malades n'écoutent pas bien les médecins, et encore moins les professeurs. Ça les terrorise. Parce que le médecin, c'est celui qui va donner le diagnostic et le traitement. Donc, on est dans une situation, même les gens intelligents, ils n'écoutent pas bien. Et la première consultation, vous pouvez être sûr qu'ils vont retenir un truc sur 10 de ce que vous leur avez dit. Donc, il faut répéter cette éducation au fur et à mesure des consultations. Les infirmières, le rapport est très, très différent. L'infirmière, ils ont une confiance absolue et ils n'ont aucune crainte parce qu'elle exécute des ordres, elle n'est pas partie prenante dans les décisions. Ça va peut-être changer d'ailleurs, vous savez qu'il en est question. Voilà. Donc l'infirmière, elle avait un entretien approfondi d'une demi-heure avec chaque patient. C'est elle qui s'occupait d'augmenter progressivement l'hypouricémie et d'amener les patients à la cible en faisant une uricémie au doigt qu'on avait d'ailleurs utilisée ici quand on a fait l'enquête épidémiologique sur le baromètre santé qui permet d'avoir l'uricémie tout de suite et de dire aux patients voilà, vous n'êtes pas à la cible, vous augmentez. Et le patient pouvait les rappeler si jamais il avait une question. Eh bien, regardez déjà le nombre de gens qui sont restés dans l'étude dans les deux bras. Vous avez 20% de perdu de vue dans le bras généraliste, vous n'en avez que 8,6% dans le groupe infirmière. Et regardez maintenant les résultats. À la cible de l'époque, 360 micromoles, 91% des gens suivis par les infirmières, 26% des gens suivis par les généralistes. Et dès la deuxième année, parce que on sait, et ça a été un des gros problèmes des agences d'enregistrement, qui ont eu du mal à accepter qu'on prenne l'uricémie comme critère principal, on sait que dans la première année, vous ne voyez pas de différence entre les gens qui sont à la cible et les gens qui ne sont pas à la cible en termes de fréquence de crise. Mais dès la deuxième année, ça baisse beaucoup. Les tophus fondent. Alors ça, c'est une expérience quotidienne. Et les gens qui arrivent avec des énormes tophus, y compris mes Vietnamiens, les tophus, ils disparaissent. Alors ça met longtemps. Ça met longtemps. Ça peut mettre 4-5 ans. Mais
Moi, ce que je fais, je les mesure au pied à coulisses, parce que je crois aussi que c'est très important de montrer aux gens que le traitement marche. Hein. Et vous leur dites, bon, votre tofu, il faisait 3 cm, il fait plus que 2 cm 5. Et puis ainsi de suite. C'est lent, mais ça marche. La fonction, la qualité de vie, ça s'améliore énormément. Et même la mortalité. Vous voyez, c'est un essai qui n'est pas avec un effectif d'essai cardiovasculaire, hein, mais vous êtes tout près de la significativité, avec 0,8% de morts chez les infirmières, 3,1% chez les généralistes. Donc, l'éducation thérapeutique, c'est absolument essentiel. Et moi, je la mets toujours au centre du traitement de la goutte. Alors, on a fait l'année dernière des recommandations avec la Société française de rhumatologie, dans lesquelles vous voyez qu'on insiste énormément sur l'éducation. Donc, l'information, l'éducation doit savoir que les crises de goutte sont l'expression de dépôts chroniques. Il faut vraiment qu'ils comprennent qu'ils ont une maladie chronique. Le but du traitement est l'abaissement permanent de l'uricémie afin d'obtenir la dissolution de ces dépôts, la disparition des signes cliniques et la prévention des complications, notamment cardiaques, de la goutte. Et moi, je suis même plus fort que ça, c'est-à-dire je dis, c'est très important pour vous guérir. Et si vous parlez de guérison, ça les intéresse beaucoup et ça les motive. Et puis je leur dis beaucoup que s'ils continuent comme ça, ils vont mourir du cœur jeunes. Et c'est vrai qu'on commence à avoir c'est difficile, hein, mais on commence à avoir deux essais. Enfin, ce n'est pas des essais, c'est des études rétrospectives de cohorte, donc c'est toujours critiquable, mais où vraiment les gens qui sont à la cible, ils meurent beaucoup moins de cardiovasculaire que les autres. Guérir, c'est qu'après on n'a plus besoin de traitement, que la maladie a disparu. Oui, alors c'est surtout les médecins qui pensent ça, parce qu'ils pensent aux cancérologues qui parlent de rémission et de guérison. Mais là ce n'est pas une rémission, parce que s'ils continuent le traitement, ils n'ont aucun risque de rechute. Donc je dis c'est une guérison à condition que vous continuez le traitement. Alors les principes généraux prennent le temps d'informer le patient. Ça, c'est le plus important. Or, la goutte est une maladie de généraliste, très clairement. Nous, on voit que les formes historiques, en 3e intention à la Riboisière, et les généralistes n'ont pas toujours le temps. Mais vous faites très très bien le boulot pour le cholestérol, l'hypertension. C'est tout à fait remarquable ce que vous faites. Hein. Et pourquoi vous ne le faites pas dans la goutte ? Il faut quand même un peu de temps pour que les gens comprennent qu'il faut qu'ils traitent de manière chronique leur hypertension, leur diabète, etc. Donc il faut le faire pour la goutte aussi. Et puis il faut que vous ayez, enfin je dis vous, je m'adresse plutôt aux métropolitains en France, je ne sais pas quel est votre état d'esprit en Calédonie, mais la façon dont les médecins généralistes hexagonaux considèrent la goutte, et c'est la même chose aux États-Unis, c'est la même chose dans tous les pays occidentaux, c'est des emmerdeurs. C'est des emmerdeurs. Ils s'auto-infligent leur maladie et après, ils ne prennent pas les traitements qu'on leur donne. Donc pourquoi est-ce qu'on perdrait notre temps avec des couillons pareils, hein? Mais c'est une vision qui est très délétère et fausse en plus. Ils ne prennent pas les traitements, c'est de notre faute, c'est parce qu'on ne leur explique pas bien. L'importance de la valeur cible, alors les patients ils sortent de la salle de consultation, ils savent qu'il faut qu'ils soient à moins de 300 ou moins de 360 au moins, c'est très important et la façon dont on va introduire les traitements hypouricémiants va parfaire leur idée de l'importance de cette cible parce qu'au début, comme on augmente progressivement, on va leur demander de faire des uricémies tous les 15 jours, 3 semaines et ils verront qu'on est content que quand ils sont à la cible. Le risque de crise de goutte à l'instauration du traitement, si vous leur expliquez ce que je viens de vous expliquer avec le sucre mouillé, moi, vous savez, je soigne mes patients beaucoup par Internet parce que je n'ai pas le temps de voir les gens tous les 15 jours. Donc, je leur donne mon adresse mail, ils m'envoient leurs uricémies, puis je leur dis voilà. Donc, j'ai des échanges amusants avec eux. Les goutteux m'amusent beaucoup, moi. Et il y en a un ou deux qui m'ont écrit « Victoire, docteur, je viens de faire une crise, votre traitement marche. » Ben, ils avaient compris. Hein.
Et c'est vrai qu'à la limite, c'est un indice du fait que vous obtenez la dissolution. Le risque cardiovasculaire, métabolique et rénal, alors c'est surtout le cardiovasculaire qui les décide. Hein. Les adaptations nécessaires du mode de vie. Alors, on va en parler que là. Les goutteux, moi, je les trouve vraiment sympas parce que j'adore les bons vivants. J'aime pas m'occuper des pisse froids et j'aime bien les gens qui aiment bien vivre. Et donc, j'ai beaucoup de sympathie. Puis moi, j'aime bien bouffer aussi et boire. Donc, il faut faire attention. Si vous envoyez un goutteux chez une diététicienne, vous risquez le suicide du goutteux. J'ai fait ça une fois. Quand j'étais jeune chef de clinique, le mec est revenu dans un état incroyable en me disant « Écoutez, docteur, je ne peux plus rien faire, j'ai plus qu'à me foutre à la scène. » Et en plus, c'est complètement idiot. Parce que le propre d'un régime, c'est que c'est épouvantablement difficile et que vous arrivez à faire un régime pendant 15 jours, un mois, puis après, vous n'en pouvez plus et vous rebouffez et vous finissez avec un poids supérieur à celui avec lequel vous avez commencé. Donc, il faut être simple. Et surtout que, en ce qui concerne la goutte, on n'a pas vraiment besoin qu'ils maigrissent. On a besoin de monter suffisamment les doses. Mais ils ont quand même 3 ennemis, je leur dis toujours. Hein. Les sodas sucrés. Alors ici, c'est un problème. En France, pas du tout. Parce que les goutteux, ils disent « Docteur, je ne touche pas à ce truc-là. Hein. » Mais ici, ils en boivent. Hein, et aux États-Unis aussi. Donc, il faut leur dire, vous pouvez boire des sodas sucrés, mais prenez des sans sucre, des diet ou des zéro. Très important, et ça va les aider à maigrir. Deuxième truc, la bière. Alors la bière, c'est beaucoup plus difficile. L'une des raisons pour lesquelles il y a tellement de gouttes en Asie, c'est parce qu'il y a des consommations de bière absolument effrayantes. Mais bon, si vous leur expliquez bien, gentiment, vous arrivez quand même. Je sais qu'au Vietnam, on faisait une éducation répétée, et dans l'essai qu'on a fait, les gens avaient franchement diminué leur consommation de bière. Et les alcools forts. Alors, en France, c'est le pastis, mais c'est aussi, ici, c'est beaucoup le whisky, le rhum. Alors ça, c'est terrible parce que c'est hyper calorique et vous ne pouvez pas faire maigrir quelqu'un qui se prend son whisky tous les jours. Ça, c'est impossible. Donc moi, je leur dis, bah, écoutez, buvez un petit peu de vin, mais arrêtez le... Voilà. Et puis après, je leur dis, bah, écoutez, on n'est pas pressé que vous maigrissiez. Hein, mais il faudrait quand même y songer. Et si vous perdez 1 kilo par mois ou par trimestre, moi, ça me va. Et c'est la seule façon d'obtenir un amaigrissement durable, c'est qu'il soit très progressif. Donc, et apparemment, les Kanaks, ils ont la même éducation que nous, c'est-à-dire que nous, on nous apprend à finir nos assiettes quand on est gamin. Hein, on dit, oh, il y a les petits Africains qui meurent de faim, tu ne vas pas laisser tout ça. Bon. Et en plus, les mamans aiment bien les gros bébés. Bon. Donc, je leur dis, ne finissez pas vos assiettes. Quand vous n'avez plus faim, vous arrêtez. Et puis, on s'habitue progressivement. C'est vrai, moi, je l'ai vécu personnellement, parce que j'ai perdu beaucoup de poids. Vous voyez comme je suis svelte. On s'habitue. Remarquez que quand on devient vieux, moi, j'ai envie d'en reprendre, parce que pour les rides, c'est quand même mieux d'être un peu rempli. Bon, mais enfin, on s'habitue très bien à manger un peu moins. Donc, il faut... Moi, je leur dis simplement, mangez un petit peu moins. Et j'ai l'impression que ça marche quand même mieux que de les envoyer chez la diététicienne qui va les terroriser et les pousser au suicide. Voilà. Et l'éducation physique, l'activité physique, c'est très important, bien sûr. Hein, je refais le coût des calories qu'on consomme, etc. Et c'est bon pour le cœur. Par rapport au régime, la viande aussi. Et puis là, la recette. À tous les coups des... Alors, et les tomates, et le chou kanak, et tout ça, oui, j'ai appris. Mais je pense qu'il faut distinguer les aliments qui déclenchent des crises de ceux qui augmentent les dépôts d'acide urique. Et ceux qui déclenchent les crises, et notamment la viande, parce qu'aux États-Unis, le risque de goutte, il augmente chez les grands mangeurs de viande, mais seulement dans le quartile supérieur. Et le quartile supérieur, c'est des gens qui prennent souvent un steak d'1 kilo matin et soir. En France, on n'a pas les moyens. Donc, ce n'est pas notre problème. Hein. Le porc aussi, bien sûr. Oui, oui.
Je leur dis, si vous voulez bouffer du porc, débarrassez-vous du dépôt. Comme ça, vous pourrez manger ce que vous voulez. Les gens ont encore une fois, les goûteux sont des gens observateurs et astucieux. Et j'ai vu beaucoup de goûteux ici qui développaient une stratégie d'évitement des aliments qui leur déclenchent les crises. Assez efficace, hein, parce qu'au lieu de faire 2 crises par mois, ils n'en font plus qu'une. Mais voilà, c'est pas raisonnable. Alors que, et quand on leur dit, une fois que vous n'aurez plus de dépôt, vous pourrez manger tout ce que vous voulez, ils ont la banane, hein, ils sont contents. Hein. Voilà. Je suis toujours un peu bavard sur la goutte. Donc l'éducation thérapeutique, elle est au centre du traitement. Maintenant, quand je fais le cours aux étudiants et quand je donne les informations aux patients, je suis toujours extrêmement scolaire. Il faut que les gens comprennent bien qu'il y a des traitements des crises et des traitements hypoglycémiens. J'ai vu des gens à l'IFU qui bouffaient le lopérinol quand ils avaient les crises. Et je les ai vus à Paris aussi, et ça existe partout. Donc il faut vraiment qu'ils comprennent bien qu'il y a 2 types de médicaments. Alors on va commencer par le traitement des crises de gouttes, où il y a quand même, vous avez l'impression de tout connaître, et vous connaissez certainement beaucoup et peut-être même tout, mais il y a quelques nouveautés. Ce qui est très important d'abord, c'est de savoir que ça ne fait rien sur l'acide urique, et donc d'être convaincu, dès que vous faites le diagnostic de gouttes, que ça ne va pas suffire, et le dire au patient. Lui annoncer, ah ben oui, là vous faites une crise, mais vous savez, je vais vous traiter votre crise, mais il faudra que vous reveniez pour que je vous traite votre goutte et que je vous guérisse votre goutte. Oui, oui, si le diagnostic est certain. Alors on va en reparler tout à l'heure. Donc vous savez que les médicaments, c'est la colchicine, les anti-inflammatoires qu'on peut tout à fait associer, et les corticoïdes. Et puis, les rhumatologues hospitaliers utilisent parfois, parce que nous on voit vraiment des gouttes avec de telles comorbidités qu'on ne peut rien leur donner d'autres, les anti-IL1, hein, notamment l'anakinra ou le Kineret. Pour tous ces médicaments, il est essentiel qu'ils soient donnés tôt. Si vous prenez le médicament dès les premières heures de la crise, elle va s'arrêter très facilement. Si vous attendez que les 15 systèmes de l'inflammation qui sont à l'œuvre dans la crise de goutte soient pleinement développés, vous allez y arriver beaucoup plus difficilement. Et vous savez, le meilleur exemple, c'est la colchicine. C'est-à-dire que la colchicine, si vous la prenez correctement, on va voir comment, tôt, le lendemain, il n'y a pratiquement plus rien. Et on est un pays très isolé, d'ailleurs, dans le monde, où on est persuadé que la sensibilité à la colchicine est caractéristique de la goutte. Ce n'est pas vrai du tout. Parce que, en fait, la sensibilité à la colchicine telle qu'on la voit généralement, elle n'existe pas. C'est-à-dire que il faut que le patient attende d'avoir le rendez-vous avec son généraliste, encore plus son spécialiste, pour avoir sa colchicine, il va la prendre avec retard, et vous lui dites, ça a marché la colchicine? Et il vous dira, oui docteur. Alors vous êtes content. Et puis vous avez la deuxième question, et en combien de temps ça a marché? Oh en 1 semaine, 15 jours, j'avais plus rien. C'est le temps normal d'une crise de goutte. Il faut donner en particulier la colchicine très tôt, et la seule façon de faire, c'est qu'ils aient la possibilité de s'automédiquer, en sachant exactement ce qu'il faut qu'ils fassent. En plus, du coup, les urgences sont moins débordées. Alors, regardez la colchicine. Ça, c'est un essai qui a été fait aux États-Unis, très astucieux, où les gens étaient randomisés d'avance, et ils avaient signé tous les consentements, etc., et ils repartaient avec un médicament en double aveugle qui aboutissait à soit prendre 1 mg de colchicine dès le début de la crise, dans les 12 premières heures, un demi-milligramme après, soit à faire la technique américaine habituelle, c'est-à-dire, alors c'est aux États-Unis, les comprimés sont à 0,6, donc c'était en fait à 1,2 mg, mais bon, nous on donne 1 mg et 0,5. Ou alors, de prendre 1,2 mg toutes les heures, jusqu'à arriver à 6 comprimés, et d'être tordu de douleur sur les chiottes, au point qu'on ne pensait plus à son gros orteil. Hein. Et c'était, je vous jure, hein,
Il y a des papiers, des grandes revues générales dans le New England des années 60 où c'est ça le traitement de la goutte. Alors, donc, la forte dose par rapport à la petite dose, l'efficacité, vous avez l'impression que ça c'est meilleur, mais ce n'est pas significatif, c'est pareil. Par contre, la tolérance, alors là, il n'y a pas photo, c'est-à-dire que la colchicine à petite dose, c'est comme le placebo. Donc, la façon d'utiliser la colchicine, c'est celle-là. Ce n'est pas le schéma 3-2-1 que j'ai tellement de mal à sortir de la tête de mes internes. C'est affreux. À chaque nouveau semestre, la bagarre recommence. Il faut changer le Vidal, oui, mais vous savez, le Vidal... moi, j'ai été très longtemps à l'agence du médicament, c'est usant. Hein. L'administration, bon. Enfin, donc, la façon de faire, c'est de traiter tôt dès le début de l'accès, et la seule façon d'y arriver, c'est que le malade reparte avec cette idée qu'il faut qu'il ait toujours la colchicine dans la poche ou quand il va au champ. Hein. Enfin, c'est l'IFU, ça. Ici, ils ne vont pas au champ. Hein. Ou sur la table de nuit, parce que les accès sont souvent nocturnes, et qu'il sache exactement comment s'en servir, parce que le médecin lui a expliqué, et qu'il se traite en automédication précoce. Et il faut lui dire de prendre 1 mg, puisqu'on a des comprimés à 1 mg, nous, suivi de 1,5 mg une heure après. Le lendemain, généralement, ça va beaucoup mieux, mais il peut y avoir encore un peu d'inflammation. Donc, à ce moment-là, vous leur donnez 1,5 mg 1 à 3 fois par jour en fonction de leur... Mais les gens apprennent assez vite. Encore une fois, ils sont malins. Et le schéma 3-2-1 est un schéma dangereux et inapproprié. Pourquoi la tolérance de la colchicine, c'est quand même un problème. Il faut avoir peur de ce médicament. Il ne faut pas le banaliser. Alors, c'est contradictoire avec ce que je viens de vous dire, puisque je vous dis qu'il faut que les malades le prennent en automédication, mais qu'ils sachent exactement comment le prendre. Hein. La fenêtre thérapeutique, vous savez, c'est ce qui sépare la dose efficace de la dose toxique. Elle est très étroite pour beaucoup de médicaments, dont les anti-inflammatoires non stéroïdes, il y a entre nous. Hein. Et pour la colchicine, elle est vraiment très étroite. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a une susceptibilité individuelle. Il y a des gens, 1 mg de colchicine, ils ont la diarrhée. Il y en a d'autres, ils peuvent en bouffer, ils n'auront jamais la diarrhée. Hein. Et ça, il faut le respecter et savoir ne pas utiliser la colchicine chez les gens qui ont cette susceptibilité interne. Être conscient des effets indésirables et de la dangerosité possible de la colchicine. Moi, je suis dans un hôpital où on est tout près du centre antipoison et du grand centre de toxicologie de Paris, Fernand Vidal, et les intoxications à la colchicine qui sont souvent volontaires, c'est un cauchemar, c'est affreux. Les gens mettent 3-4 jours à mourir dans des tableaux de défaillance polyviscérale, enfin c'est affreux. Donc, ayez ça en tête. La diarrhée, on la respecte. C'est-à-dire que la diarrhée, c'est un signe d'alarme. Donc on diminue la dose et si elle ne cède pas, on arrête le médicament, on se sert d'autre chose. Hein. D'ailleurs, même l'agence du médicament, qui est infoutue de retirer le schéma 3-2-1, ils ont quand même diminué la posologie maximale de colchicine. Dans certains pays, c'est 2 mg. En France, c'est resté 3 mg, mais le premier jour. On voit plein de malades qui prennent 3 mg pendant 4-5 jours, comme ça. C'est très, très dangereux. Hein. Et je vous rappelle qu'il ne faut jamais prendre les 2 comprimés à la fois. Hein. C'est 3 prises différentes. Donc, voilà. Alors, il faut bien connaître les facteurs de mauvaise tolérance. L'insuffisance rénale. Dès que le débit de filtration glomérulaire est en dessous de 60 ml par minute, ce qui est la définition habituelle de l'insuffisance rénale, on peut encore faire de la précaution, de la prévention des crises, on y reviendra, mais on ne peut plus traiter une crise de goutte par les doses requises et il faut renoncer à la colchicine. Okay ? Le deuxième truc, c'est les interactions médicamenteuses. Alors là, je dois dire que, je ne sais pas si vous avez le même problème à Nouméa, mais dans les îles Loyauté, la saison humide, c'est affreux, quoi. Vous avez des infections cutanées sans arrêt. Et les gens sont traités par les macrolides et la piostacine. Ce qui est
toi qui es une adepte du Vidal, c'est marqué maintenant que c'est absolument contre-indiqué. Pourquoi? Parce que ça augmente un certain cytochrome qui augmente l'absorption de la colchicine. Et tous les ans, il y a plusieurs morts en métropole par cette interaction médicamenteuse. Donc méfiez-vous parce que ces infections cutanées déclenchent des crises de gouttes, comme toutes les infections. Et donc, on peut faire assez facilement l'erreur de donner la piostacine ou l'érythromycine avec des fortes doses de colchicine. Et ça peut emmener le malade au tapis. Voilà. Le reste, c'est beaucoup moins important et j'avance. Alors, l'insuffisance rénale, on a été infoutu de faire des recommandations internationales parce que personne n'a les boyaux pour faire une étude. C'est trop dangereux. Voilà ce que je fais, moi. Dès que le débit de filtration glomérulaire estimé est inférieur à 60 ml par minute, je ne m'autorise pas plus que 0,5 mg par jour. Et je surveille le patient, je lui dis attention, si vous avez la diarrhée, vous arrêtez. Et on surveille les CPK parce qu'il y a une complication assez fréquente chez l'insuffisant rénal qui a de la colchicine, qui est une neuromyosite, qui peut être très dévastatrice, qui heureusement est réversible, mais qui est quand même très très désagréable. Et si en plus le malade prend des statines, vous avez un vrai risque de rhabdomyolyse. Ça, j'en ai vu plusieurs. Voilà. Et puis ensuite, vous faites comme vous pouvez. Donc moi, je prends 0,5 mg un jour sur 2. Et puis, quand on est en dessous et chez le dialysé, jamais. Donc ça, vous voyez que c'est des posologiques qui sont uniquement utilisables dans la prévention, mais pas pour traiter les crises. Moi, je laisse la colchicine 6 mois. On va en reparler. À petite dose. Vous savez qu'il y a eu vraiment toute une série de papiers récents, dont 2 dans le New England, qui montrent que la colchicine à petite dose est un excellent instrument de prévention secondaire de l'infarctus du myocarde, de l'insuffisance coronarienne. Et les cardiologues qui se moquaient de nous avec nos vieux médicaments, ils ont utilisé la colchicine dans les péricardites récidivantes, ça tout le monde le sait, et ils commencent à l'utiliser dans... alors dans les dernières recommandations européennes, ils ne l'ont pas mis franchement, mais ils en parlent quand même, dans l'insuffisance coronarienne. Ouais, 0,5 ou 1 mg. On revoit les gens peu de temps après, 15 jours après, on va en reparler. Et moi, je leur dis, bon, une fois que vous avez fini l'accès, vous continuez à petite dose. Et ils savent déjà, je leur explique dès le début qu'il va falloir faire fondre le dépôt et qu'ils vont faire des accès. Et que donc, il faut qu'ils aient une prévention. Et cette prévention, le tarif, c'est 6 mois. Et je leur dis, en plus, vous êtes sujet à l'infarctus à cause de votre goutte. Là, vous prévenez l'infarctus. Et l'insuffisant rénal, du coup, on dose la référence combien de temps si on décide de mettre 0,5 un jour sur 2 ça dépend de quelle insuffisance rénale c'est. Si c'est une polykystose qui est très, très pourvoyeuse de gouttes, parce que c'est des insuffisances rénales durables, lentes, etc., tu doses ça, c'est le néphrologue qui le fait, tu n'as pas besoin de le faire parce que... Ouais, tu fais ça tous les 3 mois. Ça va? Enfin, à vrai dire, moi je dose systématiquement le DFG. Un petit peu moins ici parce que les analyses, ça embête les gens parce qu'ils sont obligés d'avancer l'argent, de se faire rembourser. S'ils ne sont pas à 100%, ils ne sont pas complètement remboursés. Donc ici, en fin de séjour, je ne faisais plus que l'uricémie. Mais en France, je fais... la France, c'est incroyable. Moi, je me fais faire un bilan de temps en temps. Je n'ai même pas à sortir mon portefeuille. Je sors ma carte vitale et ma carte de mutuelle. C'est très inflationniste comme système, mais super agréable. Et donc, en France, je fais uricémie, DFG et transaminase parce qu'il y a quelques réactions exceptionnelles, vraiment exceptionnelles, de réactions aiguës, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça me reviendra, où ils font à la fois une insuffisance rénale immunoallergique et une cytolyse. Voilà. Et chez les dialysés, ça peut se faire ou pas? Parce que du coup, est-ce que la colchicine est dialysée?
Alors, bon, moi, je trouve que j'ai beaucoup travaillé sur les dialysés. C'était la deuxième partie de ma vie. Oui, je leur donnais de la colchicine parce qu'ils faisaient une amylose très particulière. Et maintenant, je frémis parce que c'est vraiment complètement interdit, quoi. C'est super dangereux. J'ai jamais eu d'ennui, mais voilà. Et les dialysés, vous savez qu'ils n'ont pas besoin de traitement hypouricémiant parce que la dialyse épure complètement l'acide urique. Donc au début, quand ils sont goutteux, ils font beaucoup de crises en début de dialyse, donc on les traite par les corticoïdes, mais on sait qu'ils vont guérir de leurs gouttes. Alors les corticoïdes, c'est le premier médicament des crises de gouttes aux États-Unis. Parce que évidemment, quand vous donnez 6 mg pour une crise de goutte, c'est pas très bien toléré la colchicine, hein, alors que les corticoïdes, ça passe tout seul. Et on l'utilise en France quand on ne peut pas faire autrement, c'est-à-dire surtout dans l'insuffisance rénale, ou quelqu'un, par exemple, qui a une intolérance à la colchicine, un ulcère à l'estomac, bon, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas utiliser AINS, donc vous donnez des corticoïdes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne sert à rien de donner 5-10 mg, comme j'ai vu faire souvent. Il faut taper plus fort, il faut donner 30-35. Et là, ça marche. Ça marche d'autant mieux que vous le donnez tôt. Si vous le donnez un peu tard, ça peut durer une bonne semaine. On a un malade hospitalisé à l'IFU qu'on a dû prendre parce que vraiment ça n'allait pas. Et il lui a fallu une bonne semaine de corticoïdes pour guérir de sa crise de goutte. Ça avait été donné trop tard. Si vous le donnez dès le début, en un jour ou deux, c'est parti. Les anti-inflammatoires, c'est la même chose. Tous ces médicaments, c'est la même chose. Alors, le problème, c'est bien sûr que les gens sont facilement hypertendus, un peu diabétiques. Donc, si vous faites ça trop souvent, vous allez les décompenser. Et c'est pour ça qu'on a les anti-interleukines. C'est pour ces malades qui ne peuvent pas prendre anti-inflammatoires colchicine et on leur donne de l'anakinra ou du Kineret. Mais ça, vraiment, c'est un truc de spécialiste, quoi. Parce que c'est des médicaments qui demandent un bilan pré-thérapeutique, qui donnent beaucoup d'infections. Mais le Kineret, c'est la même chose. On le donne en automédication, nous. Hein. Donc les gens, c'est des boîtes de 3 seringues. Les gens ont ça au frigidaire. Et s'ils le font dès le début de la crise, une injection suffit, ils sont guéris. Sans ça, il en faut 3. Ça, c'est les anti-IL1. Alors, les dernières recos françaises récentes, éducation thérapeutique, toujours. Hein. Le patient doit être informé de l'importance de traiter la crise de goutte dès ses premiers signes. Je vous dis, la colchicine, dans la poche ou sur la table de nuit. Il doit pouvoir s'automédiquer selon un traitement prédéfini, expliqué et prescrit par son médecin. Si vous ne faites pas ça, il va y avoir des ennuis. Hein. OK ? Et ça, c'est moi qui ai insisté pour qu'on le rajoute. Le patient doit savoir que le traitement de la crise ne suffit pas à traiter la crise de goutte, parce qu'il est particulièrement réceptif, là, hein, il déguste. Hein. Donc, quand vous lui dites qu'on peut faire en sorte que ça recommence jamais, là, il vous écoute encore un peu mieux. Et doit connaître l'importance du traitement hypouricémiant qui seul peut guérir définitivement les symptômes de la goutte. Soulager définitivement, ça veut dire guérir, hein, on est d'accord. Le choix du traitement, ben, on les a énumérés. Et ça dépend beaucoup de la comorbidité, de la localisation, parce que si vous avez une grosse articulation, vous l'infiltrez. Les gros orteils, moi, ça m'est arrivé de les infiltrer, mais bon, les gens, ils ont très peur. Hein. Quand on approche en pleine crise de goutte une petite aiguille, ils n'aiment pas du tout. Par contre, les genoux, les chevilles, ça s'infiltre assez facilement. On adore ça, nous, vous savez, les rhumatologues infiltrés, donc on ne se prive pas. Les intolérances, les interactions médicamenteuses et les traitements, voilà. Alors, la colchicine, je répète, mais c'est la base de l'enseignement. La colchicine doit être initiée le plus tôt possible, idéalement dans les 12 premières heures à la posologie, hein, 1 mg, une heure après un demi-milligramme.
La diarrhée est le premier signe de toxicité, doit faire diminuer ou arrêter le médicament. La posologie de colchicine doit être diminuée chez l'insuffisant rénal. Ça, je m'étais battu pour qu'on ne mette pas ça, qu'on ne pouvait pas utiliser la colchicine dans les crises de gouttes chez l'insuffisant rénal. Et en cas de coprescription de médicaments, ce qui interfère. Et cette adresse Internet, c'est le site des interactions médicamenteuses. Et comme ça, vous saurez tous les médicaments qui sont interdits. Il y a aussi la cyclosporine, le tacrolimus, le kétoconazole, enfin tous les trucs qui augmentent ce cytochrome. Alors dès qu'il n'y a plus de douleur, vous passez au traitement préventif. La corticothérapie. Alors la corticothérapie, que moi j'appelle cortisonothérapie, parce que je suis un peu vieux jeu, il y a un risque qui n'est connu ou reconnu qu'en France, qui est celui du rebond à l'arrêt, et la hantise que nous ont enseigné nos vieux maîtres de la cortisonodépendance et du malade cushingoïde, là, comme mon vietnamien tout à l'heure. Alors, une façon de faire, c'est toujours associer au corticoïde une petite dose de colchicine. C'est-à-dire que si le malade a une insuffisance rénale, vous rajoutez un demi-comprimé un jour par jour ou un jour sur deux. Et bon, il n'y a pas d'études, c'est intuitif, mais ça diminue les risques de rebond. Et intra-articulaire, c'est vraiment moins dangereux que la cortisonothérapie orale. Hein. Donc on adore ça, nous. En plus, ça nous fait vivre quand même. Vous savez que la rhumatologie, hein, c'est né des tractions vertébrales et des infiltrations. Alors depuis, on a fait un peu de chemin, mais enfin, les infiltrations, ça fait vivre encore beaucoup de rhumatologues, hein, surtout que maintenant, on met des acides hyaluroniques, des trucs, bon, enfin. Alors, les AINS. Les AINS, moi, j'aime pas les AINS chez les goutteux, et j'ai très peur de ces échanges de diprophénide qu'il y a dans les tribus de l'IFO. Hein. Et ça, je l'ai beaucoup dit aux infirmières. J'ai fait des éducations aux infirmières aussi, parce que c'est souvent elles qui donnent ça la nuit quand les malades arrivent. Bon. Normalement, elles sont éduquées pour pas les donner. Ouais, ben écoute, comme elles changent beaucoup, souvent il faut répéter l'éducation. Donc les AINS, ben, c'est des malades qui ont les reins fragiles et qui ont le cœur fragile. Donc vous savez que les cardiopathies sévères sont une contre-indication absolue aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, surtout l'insuffisance cardiaque, mais même l'insuffisance coronarienne. Et que, bien sûr, l'insuffisance rénale, si vous voulez que le malade se retrouve en insuffisance rénale aiguë, donnez-lui 3 jours d'AINS, c'est assez efficace. Hein. Voilà. Et donc, c'est la même chose, vous les donnez le plus tôt possible. Moi, j'ai plusieurs goutteux qui sont bien éduqués, qui font encore des crises parce qu'ils sont en train de goutteux sévères. Et ils prennent 25 mg de Voltaren immédiatement, et ça suffit. J'en ai vraiment plusieurs. Tous les médicaments de la crise doivent être donnés très tôt. Et les inhibiteurs de l'IL-1, je ne vous en parle pas trop. Alors maintenant, on passe au traitement hypouricémiant. Alors, je me répète, c'est le seul traitement, c'est le plus important, c'est le seul traitement qui peut faire disparaître la goutte. C'est un traitement qui doit être ciblé. Vous êtes habitué aux cibles avec le diabète, hein, l'HbA1c. Ben, l'uricémie, c'est une cible très simple. Et vous savez que si vous amenez les gens en dessous de 360 micromoles, 60 mg, ils commencent à dissoudre. Et nous, on recommande même de mettre en dessous de 300 quand on peut, parce que ça dissout un peu plus vite. Donc, c'est la stratégie treat to target, n'est-ce pas? Ça fait chic. Hein. Ça fragilise les dépôts, risque de crise de goutte au début du traitement, nécessité de prévention. Posologie progressive, en particulier pour cette prévention, et on reviendra sur l'allopurinol. Dissolution lente,
faut pas être pressé. Vous aurez généralement pas d'effet dans la première année, ça ne vient qu'après la deuxième année. Et pour les tophus, ça peut mettre 3-4 ans, mais vous y arriverez. Et l'arrêt du traitement est mauvais, donc c'est un traitement à vie. Alors, voilà les recommandations. Un traitement hypouricémiant permanent est indiqué dès que le diagnostic de goutte est retenu. Pourquoi? Alors là, c'est assez amusant. Moi, j'ai participé aux premières recommandations européennes. On indiquait que dans les gouttes récidivantes et sévères. Parce qu'on n'avait pas encore conscience du fait que la goutte était un facteur de risque cardiovasculaire majeur, et parce qu'on était terrorisé par l'allopurinol qu'on maniait beaucoup moins que maintenant. Donc le fait d'introduire l'allopurinol à des posologies faibles et d'augmenter doucement a transformé la tolérance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de réactions graves. Hein. Et le fait de savoir que les malades, si on les laisse développer une goutte sévère, ils vont avoir un facteur de risque cardiovasculaire majeur, ça change la donne. Le troisième point, c'est que c'est plus facile de guérir quelqu'un qui a un petit dépôt que quelqu'un qui en a des kilos. Hein. Vous allez plus facilement dissoudre. Cible, donc c'est un traitement ciblé. Hein. Et il faut doser l'uricémie quand vous avez introduit le traitement pour être sûr que vous êtes efficace. Si vous êtes au-dessus du point de saturation, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, les médicaments disponibles, vous savez qu'on distingue les uricosuriques des inhibiteurs de synthèse. Les inhibiteurs de synthèse, il y en a 2 actuellement en France. L'allopurinol, le febuxostat, qu'on appelle aussi adénurique, et l'allopurinol, le zylorique, bien sûr. C'est embêtant qu'ils aient 2 noms d'ailleurs, mais enfin bon. Ils agissent tous les 2 sur la xanthinoxydase, donc ils sont tous les 2 contre-indiqués si les gens ont de l'Immurel ou des médicaments qui sont métabolisés par cette enzyme. Les uricosuriques, il y en a toute une série. Il y a moins de 1% qui, même en milieu rhumatologique, de goutteux qui sont traités par les uricosuriques. De temps en temps, on les utilise quand on est aux doses maximales d'hypouricémiant et qu'on n'y arrive pas. Généralement, c'est que les gens ne prennent pas le médicament, c'est un problème d'observance, hein, pas un problème de puissance. Il y en a un que je me suis permis de souligner, parce que j'ai vu que vous aviez quand même des hypertriglycéridémies hein, avec des gens d'ailleurs qui font des pancréatites à répétition et tout. Or, le phénofibrate est un très bon uricosurique. Hein. Donc, n'hésitez pas à traiter vos hypertriglycéridémies par le phénofibrate. Il est génériqué depuis très longtemps. Moi, je n'ai pas d'action. Hein, Alors, l'allopurinol, bon, tous les goutologues sont des amoureux de l'allopurinol. Hein. On a vu tellement que ça a changé la vie des gens. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'il faut augmenter les doses de manière progressive. C'est un truc qu'on savait très bien, hein. Les bons dermatologues nous le disaient déjà. Hein. La meilleure façon d'avoir un Lyell, c'est de commencer à 300 mg, comme beaucoup de gens faisaient avant. Hein. En fait, vous commencez à 100 mg, même 50 chez l'insuffisant rénal, et vous augmentez très progressivement les doses jusqu'à arriver à la cible. C'est embêtant pour les patients. Hein. Donc, il faut bien leur dire que c'est le temps d'arriver à la cible et après, on ne va plus arrêter de les embêter parce que voilà, on mesure l'uricémie une fois par an parce que s'ils grossissent, s'ils prennent un diurétique, un changement de traitement, il faut quand même vérifier qu'ils restent bien à la cible. Et alors ça, c'est une diapo qui m'a bouleversé à l'époque parce que je pensais que 300 mg d'allopurinol, ça guérissait la goutte. Ben non. Regardez, c'est les essais du febuxostat, comparaison à l'allopurinol, fait aux États-Unis, donné d'emblée à 300 mg d'ailleurs, parce que c'est antérieur à ces recommandations. Eh bien, sous 300 mg, vous avez 22% de goutteux sévères américains seulement qui étaient à la cible. Donc, vérifiez bien l'uricémie. Il ne suffit pas de donner 300 mg, le problème n'est pas forcément résolu.
Alors, le gros problème, il y a eu une période de grâce dans la goutte, c'est quand l'allopurinol est arrivé, on a vu les malades s'améliorer, et puis après, il y a eu les syndromes de Lyon, Steven Johnson, et à ce moment-là, beaucoup de gens ont eu peur de l'allopurinol et se sont mis à beaucoup moins traiter la goutte. Sachez que c'est rare, hein. C'est rare, mais enfin c'est très sévère. Il y a une mortalité qui va de 20 à 30%, qui est d'autant plus important que les gens ont une insuffisance rénale et que vous n'arrêtez pas tout de suite le traitement parce que l'oxypurinol, qui est le métabolite de l'allopurinol, reste plus longtemps, il fait plus de dégâts. Il y a des séquelles aussi, c'est vraiment une saloperie. Ça ne survient que dans les 3 premiers mois du traitement. Après, vous êtes tranquille. Donc, voilà. Une contre-indication absolue, c'est les gens qui ont fait une allergie bénigne à l'allopurinol. Ne leur redonnez surtout pas d'allopurinol. Ce qui veut dire que quand vous voyez une allergie bénigne à l'allopurinol, il faut bien dire aux gens, ne reprenez jamais ce médicament qui peut aussi s'appeler Zyloric. Hein? Et à l'IFU, on marque ça sur la première page des dossiers électroniques que vous avez aussi. Hein, donc, n'oubliez pas. Quand j'étais sur la commission de pharmacovigilance, on avait fait une enquête sur les accidents graves de l'allopurinol et c'était pas rare ce mécanisme. Et on comprend. Vous avez une hyperuricémie asymptomatique qu'on vous a trouvée par les automates. Là. On vous donne de l'allopurinol, vous faites une éruption. Bon, on l'arrête. Et puis 15 ans après, vous faites la goutte. Vous avez oublié ça. On vous propose de l'allopurinol alors que l'autre s'appelait Zyloric, vous en reprenez, eh bien c'est souvent mortel. Hein. Donc attention. La dose de départ, hein, ça on en a parlé. Et puis l'insuffisance rénale, alors vous savez que dans le Vidal, il y a un tableau qui montre qu'en fonction du degré de débit de filtration glomérulaire, il y a une limitation de la dose d'allopurinol, ce qui fait que généralement, quand les gens sont insuffisants rénaux, vous ne pouvez pas y arriver avec l'allopurinol et les mettre à la cible. Merci. Donc évidemment, c'est légal, il faut en tenir compte. Aux États-Unis, ils n'en tiennent plus compte du tout, en Nouvelle-Zélande non plus. Moi, je suis un peu frileux. Vous allez voir ce qu'on dit dans les recommandations. Quand même, l'insuffisance rénale est un frein et c'est un des gros avantages du Febuxostat, c'est que vous n'avez pas ce frein. Voilà. Et l'éducation thérapeutique, c'est super important là aussi, parce qu'il faut bien dire aux gens qu'en cas de bouton, ben, ils l'arrêtent. Et moi, je l'écris même sur l'ordonnance. Hein, parce que s'ils ne l'arrêtent pas tout de suite, et si c'est le début d'une intolérance grave, le fait de ne pas l'avoir arrêté tout de suite aggrave le pronostic. Et en passant, les premières éruptions des éruptions graves sont souvent douloureuses. Donc méfiez-vous d'un gars qui a des boutons douloureux. Je dis un gars parce que la goutte féminine, c'est très rare. Qui a des boutons douloureux sous allopurinol, il faut l'arrêter encore plus vite. En pratique, donc les 2 contre-indications, c'est l'antécédent d'allergie à l'allopurinol, l'utilisation concomitante d'azatioprine de 6-mercaptopurine, ce qui était un énorme problème chez les transplantés. Moi, j'avais une consultation qui était pleine de gouttes des transplantés. Parce que, il y avait des gens qui diminuaient la posologie d'Immurel de moitié, mais ça restait très dangereux. Ils risquent l'aplasie médulaire et de mourir. Hein. Et puis maintenant qu'il y a le Celcept, on peut arrêter l'Immurel ou arrêter la cyclosporine ou le tacrolimus, qui est celui qui fait monter l'acide urique, et ne pas avoir de problème à utiliser l'allopurinol si on a pu arrêter débuter à une dose inférieure à 100, augmenter progressivement jusqu'à l'uricémie cible, une prise voie orale, prudence dans l'insuffisance rénale. Et sachez que s'il n'y a pas d'insuffisance rénale, vous pouvez monter jusqu'à 900. Moi, au Vietnam, là, ma posologie moyenne d'allopurinol, c'est 600 mg par jour. Et il y a un nombre de patients qui est faible, mais à 900 mg, il n'y a pas de problème.
Non, non, je vous jure, il n'y a pas de problème. Toutes les études, y compris celles qu'on a menées au Vietnam, montrent que ce qui compte, c'est la dose initiale, ce n'est pas la dose reçue en chronique. Alors le febuxostat, c'est le même mécanisme, les mêmes contre-indications. Il a deux gros avantages. Le premier, c'est qu'il n'est pas contre-indiqué dans l'insuffisance rénale. Sur le Vidal, il y a marqué qu'il ne faut pas le donner à moins de 30 ml/minute. Nous, on a fait une étude multicentrique française où on montre que, bon, on est particulièrement prudent, on y va doucement et tout, mais ça marche et la tolérance n'est pas changée. Et puis, dans le deuxième créneau de ce médicament, c'est l'intolérance bénigne à l'allopurinol, contre-indication à la réintroduction d'allopurinol. Alors, on a fait aussi l'étude. Les allergies à l'allopurinol, il y a 10% d'allergies cutanées au febuxostat. On est très loin des taux d'allergie croisés, hein, qui sont supérieurs à 50%. Et en fait, c'est simplement parce que quand vous avez déjà été allergique à un médicament, vous avez ce qu'on appelle un terrain allergique, et vous avez plus de risques de faire une autre allergie. Vous savez tous ça en pratique quotidienne. Donc moi, je suis quand même prudent, c'est-à-dire que j'arrête un mois, tout hypouricémiant après la guérison de l'éruption, et ensuite j'introduis le febuxostat de manière très prudente. C'est-à-dire, par exemple, 40 mg 2 fois par semaine, pendant 15 jours, ensuite 40 mg par jour, et je monte tout doucement. Généralement, ça se passe bien. En première intention, il y a beaucoup moins d'accidents allergiques. Il y a une expérience taïwanaise qui est très, très parlante. Il y a beaucoup moins d'allergies cutanées avec le febuxostat qu'avec l'allopurinol. Mais sachez que les réactions graves existent quand même. Elles sont vraiment hyper exceptionnelles, mais ça peut arriver. Alors, il y a la principale raison, c'est le prix. Parce que l'allopurinol, vous savez, ça coûte 1 ou 2 centimes par jour. Hein. Le febuxostat, c'était 1 euro au départ. Bon, ils ont maintenant diminué, mais ça reste plus cher. Et la deuxième raison, c'est que l'allopurinol, on l'a depuis 60 ans, on le connaît par cœur. Le febuxostat, il est plus jeune. Mais bon, moi, ça m'arrive de l'utiliser en première intention, surtout chez les amis. Alors, il y a eu une controverse sur la toxicité cardiovasculaire. Il y a eu une mortalité cardiovasculaire numériquement augmentée, comme on dit, c'est-à-dire que ce n'était pas statistiquement significatif par rapport à l'allopurinol dans les essais de phase 3. Et bon, ça a été l'objet, les deux agences d'enregistrement ont quand même accepté le médicament parce qu'il y avait un besoin thérapeutique. On était, enfin dans les centres tertiaires, on avait un nombre de patients qui étaient en impasse thérapeutique qui était insupportable. Et il y a eu deux essais post-commercialisation, faits comme des essais cardiovasculaires, c'est-à-dire avec un suivi prolongé, un nombre très important de patients. Et l'essai européen, qui a été très bien fait, beaucoup mieux que l'essai américain, a été très rassurant. Donc, bon, ça existe encore sur le Vidal. C'était pas une contre-indication, c'était une non-recommandation. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Alors, comme ce que nous disent les recommandations françaises, c'est que le choix entre les deux, c'est essentiellement la fonction rénale. Si la fonction rénale est normale, on commence alors sans aucun problème avec l'allopurinol. Si la fonction rénale est modérément altérée, on peut utiliser le febuxostat, moi je le fais assez volontiers, mais on peut encore utiliser l'allopurinol parce que on est très impressionné quand même par toutes les études néo-zélandaises et américaines qui montrent que si on augmente très doucement, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que ce n'est jamais que des séries de quelques centaines de patients et il faut traiter au moins 1000 patients par l'allopurinol pour avoir un effet, une réaction grave. C'est très rare. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on commence à 50 mg
et on fait des paliers de 50 mg avec des intervalles un peu plus... Alors, je ne vous ai pas dit une chose importante, c'est que l'allopurinol met 15 jours à avoir son effet maximum. Donc vous commencez à 100 mg et 15 jours, 3 semaines après, vous mesurez la leucémie et vous pouvez savoir si le patient est à la bonne dose ou pas. Il ne faut pas mesurer le lendemain, ça ne va pas avoir baissé. Et le febuxostat, c'est un peu plus long. Donc on commence à 50, 15 jours, 3 semaines, plutôt 3 semaines. On augmente à 100, etc. On y va tout doucement. Généralement, ça ne se passe pas trop mal. Quand c'est en dessous de 30, nous, on a tous très peur de l'allopurinol et on utilise le febuxostat. Voilà. Tiens, on va se servir de ça. Voilà. Alors, il faut prévenir les crises, parce qu'alors ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a une raison très importante, c'est que les malades n'ont pas l'impression d'avoir une maladie chronique, mais de leur donner un médicament qui leur déclenche des crises chez les gens qui sont suffisamment intelligents pour le comprendre, et les goutteux sont malins, encore une fois, donc ils le repèrent très vite. Et donc, alors là, ils disent, ce truc-là, ça me fout des crises, je l'arrête tout de suite. Donc il faut bien leur expliquer, de manière à ce qu'ils aient conscience du fait que c'était au contraire une preuve d'efficacité du traitement. On a beaucoup moins ça quand on augmente de manière très progressive, raison pour laquelle même le febuxostat, on le donne à 40 mg et on augmente à 80 puis à 120. Moi j'ai beaucoup de malades qui sont parfaits à 40 mg. 80 c'est la très grande majorité et 120 c'est 5-6% des gens. Voilà. Et on associe pendant 6 mois, 0,5 à 1 mg de colchicine. Pardon? Surtout pas. Surtout pas. Vous continuez, parce que ça aussi, c'est une raison de manque d'adhérence, parce que les gens, on leur dit arrêtez pendant la crise. Alors d'abord, ça leur complique la vie, puis ils ne le reprennent pas. Et en fait, si vous ne bougez pas les doses, il n'y a pas de problème. Hein. Vous les laissez pareil et vous traitez la crise. Et non, il ne faut surtout pas arrêter. Alors maintenant, les comorbidités. Donc on a été très modeste dans nos recommandations. Les maladies et facteurs de risque cardiovasculaire, le syndrome métabolique et l'insuffisance rénale doivent être dépistés et pris en charge. Hein. Heureusement. Mais bon, c'est vrai qu'il faut le faire. Hein. Et la première prise de sang, qu'on fait donc 15 jours après la crise de goutte, hein, puisqu'on laisse l'uricémie remonter, moi je fais systématiquement la glycémie à jeun et le bilan lipidique. Hein. Alors on va quand même en parler un peu plus. Ces comorbidités, donc elles ont un impact sur la prise en charge. Insuffisance rénale, vous êtes coincé, c'est les corticoïdes. Vous pouvez utiliser rien d'autre, ou les anti-IL1, si les malades ont un diabète trop déséquilibré. Les traitements hyporicémiants, on a vu prudence avec l'allopurinol. Vraiment, l'insuffisance rénale, c'est un tournant dans la maladie goutteuse, ça nous complique beaucoup la vie. Il faut essayer de traiter les gens avant. Après, l'hypertension. Alors, vous savez tous que les diurétiques, thiazidiques et de l'anse, sont hyperuricémiens. Et vous avez tous vu des vieilles dames traitées par des diurétiques thiazidiques pour une hypertension depuis 20 ans et qui font une goutte. Cette goutte est d'ailleurs volontiers tophacée. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est-à-dire que 50% des gouttes des diurétiques n'ont pas de crise. Ils se retrouvent avec des nodosités d'Eberden. On les prend pour des arthroses interphalangiennes distales. Et en fait, c'est des tophus autour des articulations arthrosiques. Bon. Mais le problème des antihypertenseurs ne se limite pas aux diurétiques. Les bêta-bloquants, ça augmente aussi le risque. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les AREB en dehors du losartan augmentent aussi un petit peu l'uricémie et le risque de goutte. Donc, les deux antihypertenseurs recommandés chez les goutteux lorsque c'est possible, c'est le losartan et les inhibiteurs calciques. C'est les deux que je prescris en première intention. Enfin, je ne les prescris pas d'ailleurs, parce que moi je suis rhumatologue, mais c'est les deux que je
conseil à mon correspondant généraliste. Alors c'est clair que quand ici il y a beaucoup d'hypertension quand même qui ont besoin de plusieurs médicaments, il ne faut pas trop s'amuser à changer les traitements. Mais quand vous pouvez, c'est mieux. Alors les diurétiques, ça a un petit impact quand même. Le thiazidique, si vous arrêtez un thiazidique, vous allez diminuer l'uricémie de 6,5 mg par litre, c'est-à-dire 6 x 6, 36, presque 40 micromoles. Et pour les diurétiques de Lens, c'est pire. Les spironolactones n'ont pas d'effet sur l'uricémie. Donc dans l'insuffisance cardiaque, il faut pousser les cardiologues qui généralement n'ont pas besoin qu'on les pousse parce qu'ils ont maintenant bien pris l'habitude d'utiliser les spironolactones. Voilà, parce qu'on voit beaucoup d'insuffisance cardiaque avec du Lasix à forte dose. Bon, ils ont souvent des uricémies terribles et des gouttes complètement déséquilibrées et c'est pas facile à traiter. L'aspirine, bon, c'est anecdotique, mais l'aspirine à petite dose augmente l'uricémie, alors qu'à forte dose, bon, vous avez tous appris ça, hein, à forte dose, ça la diminue. Le premier traitement hypouricémiant, c'est un Lancet de la fin des années 40. C'est l'aspirine à forte dose qui arrivait à guérir la goutte. 3 grammes d'aspirine. Si votre estomac survit, vous êtes guéri de la goutte. Deuxième traitement, ça a été la dialyse. Avant les hypouricémiants. Les antidiabétiques. Alors, dans les antidiabétiques, l'insuline fait prendre du poids, vous le savez tous, et en plus, diminue l'excrétion d'acide urique. Donc, elle est hyperuricémiante. Donc, on n'aime pas du tout l'insuline. Bon, personne n'aime l'insuline chez les diabétiques goutteux, mais les sulfamides, c'est exactement la même chose. Donc, on n'utilise pas de sulfamides quand on peut. Par contre, vous savez, les inhibiteurs du SGTL2, là, du cotransporteur glucose-sodium, qui s'appelle, je ne sais plus comment, vous savez. Vous l'avez sur le bout de la langue. Vous allez le trouver. Hein? Oui. J'arrive pas à me mettre ce nom dans la tête, mais de toutes les façons, je ne le manie pas, j'envoie au diabétologue, moi. Hein? Et bien ça fait diminuer la glycémie de 20%. Hein? L'uricémie de 20%. En plus, ils maigrissent, hein, parce qu'ils perdent du glucose dans les urines. Voilà, donc nous, on est très friands, ça m'arrive maintenant souvent, d'envoyer au diabétologue un diabétique goutteux en lui disant « Dis donc, tu ne voudrais pas le mettre à ton truc, là, ça... » Voilà. Bon, en plus, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour le rein. Enfin, il y a quand même des gens qui ont eu des jambes coupées, hein, parce que ça donne des hypovolémies. Quand les gens sont très, très fortement athéromateux, il faut faire attention, mais c'est exceptionnel. Et l'adaptation de mode de vie, arrêt du tabac, amaigrissement. Alors, il faut choisir entre les deux. Moi, je choisis le tabac d'abord. Et puis, activité physique. Voilà, et on a fini. Ah, quel bonheur. Je vous ai ennuyé. Hein. Donc la goutte est une maladie fréquente, c'est une maladie très douloureuse. Ça, il faut que vous en soyez convaincus, parce que les gens, ils n'aiment pas qu'on les prenne à la légère, parce que c'est vraiment une horreur. Potentiellement grave, à ne pas négliger, c'est une maladie chronique, il faut l'accepter, ce n'est pas une maladie aiguë. Les crises doivent être traitées tôt, favoriser l'automédication. Le traitement hypouricémiant est capable de guérir la goutte, il faut absolument bien l'expliquer aux patients. Et les hypouricémiants sont toujours indiqués lorsque le diagnostic est certain. Il ne s'agit pas de traiter la tendinite de l'épaule chez un hyperuricémique. Hein. C'est vraiment le diagnostic est certain. Et c'est une stratégie d'augmentation progressive jusqu'à obtenir l'uricémie cible. L'éducation joue un rôle très important et il faut passer du temps et établir une bonne relation avec les goutteux. Trop d'entre nous ont une vision très négative de la goutte et ne sont pas prêts à faire l'éducation thérapeutique nécessaire parce que finalement ils méprisent leurs patients, quoi. Voilà.